Hold'em Masterclass numéro 9. Savoir passer pour se protéger. Dans le cadre des stratégies de protection, nous allons étudier une tactique d'évitement. Elle consiste pour le joueur à opérer une retraite stratégique pour limiter les dégâts dans un combat où il ne s'estime plus favori. Nous sommes en Angleterre au début du XXIe siècle, sur le plateau des productions présentables pendant le tournage de la 6e saison de l'émission Late Night Poker. Il s'agit d'un tournoi dédié à la télévision, auquel participent 49 joueurs qui se rencontrent en 7 séries de 7 joueurs, le gagnant de chaque série étant qualifié pour la finale. Ce tournoi est appelé short stack, c'est-à-dire que les joueurs possèdent de petits tapis par rapport aux blindes, ce qui oblige à un jeu agressif. Nous sommes au début du tournoi, nous en sommes encore au premier niveau de 25-50. Les tapis de départ sont de 1500. Nous jouons dans la main de Marcel Lusk, qui n'est autre que le premier joueur des Pays-Bas, un joueur culte qui a 2 signes distinctifs. Il met ses lunettes noires à l'envers sur son nez et il lui arrive de chantonner pendant le tournoi. Ce joueur mythique a aussi reçu le prix du joueur de l'année en Europe en 2001. Nous nous trouvons à l'avant-bouton, c'est une très bonne place pour ce coup, et notre tapis reste correct à 1300 points, légèrement inférieur à la moyenne. Nous possédons As-Dame de cœur, une main classée 6e sur les 169 mains possibles, comme vous pouvez le voir à droite de votre écran. Le tableau chiffré nous apprend aussi que 40% des améliorations au flop conduisent à la paire, comme toutes les mains constituées de 2 cartes de valeurs différentes, à ceci près qu'ici, la paire en question, si on la réalise, sera toujours forte, paire d'As ou paire de Dame. Notez aussi que cette main comportant 2 cœurs fera tirage à couleur environ 1 fois sur 8 au flop. Avant le flop, tous les joueurs à notre droite passent, nous relançons à 150, le bouton passe, le petit blind passe, et le gros blind paie les 150 en rajoutant 100, comme le montre votre écran. Relancer paraît inévitable quand on est en position d'avant-bouton et qu'on possède As-Dame, et que personne n'a relancé avant nous. Notre relance se fait à 3 fois le surblind, à 150, une hauteur suffisante pour chasser les blindeurs du coup, s'ils n'ont pas au moins une main moyenne. Le fait que Templeman paie la relance n'est pas étonnant non plus puisqu'il défend son surblind s'il a une main moyenne. Le flop affiche 8, 6, 5 dépareillés, ce qui élimine toute possibilité de tirage à couleur chez l'adversaire. Mais il peut représenter un danger car ces 3 cartes sont incluses dans la même quinte. Pour autant, ce flop menace peu notre main car nous avons 2 overcards, l'As et la Dame. Ce qui nous importe ici, c'est de savoir si notre adversaire a amélioré ou pas, s'il a touché au moins une paire ou pas. Les enchères au flop sont minimales, puisque Templeman check, et nous checkons aussi. Pour revenir sur ces enchères en détail, faisons appel à la personne la plus apte à le faire, c'est-à-dire Marcel Lusk lui-même, qui va nous expliquer ses décisions tout au long de ce coup. Ce commentaire a été enregistré au Monte Carlo Bay en mai 2007, pendant le European Poker Tour. Marcel nous a reçus dans sa chambre d'hôtel. Il a bien voulu consacrer 1 heure pour analyser avec nous cette main qu'il a jouée lui-même. Il check au flop. Je décide moi aussi de checker car c'est un flop dangereux. Le surblindeur peut posséder n'importe quelle carte. Comme il a payé ma relance, il peut avoir des consécutives assorties, des petites cartes, une petite paire ou une grosse main. Il attend alors que j'attaque moi-même. Inversement, c'est un flop qui est tout à fait favorable au surblindeur. Templeman est un joueur professionnel, il joue pour l'argent, je sais comment il joue, voilà pourquoi je décide de prendre une carte gratuite. La turn apporte une dame de trèfle qui n'améliore le flop que dans la direction de la couleur, puisqu'il donne maintenant un tirage à trèfle à celui qui possède 2 trèfles en main. Pour ce qui nous concerne, c'est une carte cruciale, puisqu'elle nous donne la paire max avec kicker max. Les enchères de la turn commencent avec Templeman, qui se contente de checker, mais nous préférons ouvrir à 300. Templeman contre-attaque avec une relance à 600 et nous payons les 300 supplémentaires. Revenons sur ces enchères avec Marcel Lusk. Maintenant, j'ai la paire max et le kicker max. La dame est une carte dangereuse pour le surblindeur parce que, de son point de vue, il peut avoir amélioré ma main. Donc il check, j'ouvre à 300, la hauteur du pot, et il relance à 600. Pourquoi relancerait-il en étant premier à parler sans posséder une bonne main ? Ou il pense que j'ai seulement As-Valet, auquel cas je dois relancer encore pour arracher le coup. Donc si je paye ici, c'est une façon pour moi d'aller voir la dernière carte sans trop de casse. Si je relance ici, il peut très bien m'avoir déjà battu, et à ce stade du coup,
La seule relance que je peux faire est de faire tapis à 550 et je risque l'élimination directe. En me limitant à suivre Templeman et non à le relancer, je lui signifie que je possède une main, donc c'est ce que je décide de faire. By calling, I state in the fact that I have a hand and I'm willing to go for it. La river apporte un 2 de trèfle, le troisième trèfle du tableau, ce qui fait craindre évidemment une couleur. Mais pour ce qui concerne notre main, cette carte ne change absolument rien. Nous avons toujours pair max et kicker max. Ce dernier tour d'enchère est ouvert par Templeman à hauteur de 600, mais nous préférons arrêter les frais et nous jetons nos cartes. Là encore, revenons sur ces enchères avec Marcel Lusque. Il ouvre à 600. Dans l'émission télévisée Late Night Poker, vous avez tellement peu de jetons au départ que vous ne pouvez vraiment pas supporter des enchères aussi fortes. Je préfère passer car je ne vois vraiment pas comment je peux gagner ce coup. En tout cas, ce ne peut pas être un bluff pur de sa part. Il avait forcément quelque chose au flop, comme une paire, et il l'a joué pour voir où en était son adversaire, c'est-à-dire moi. À la place, il a préféré checker, ce qui m'a donné une carte gratuite. C'est pourquoi il doit posséder une grosse main. Il ne peut pas ouvrir à la turn sous les 600. Il peut se permettre de coller les 300 à la turn, mais il est trop bon joueur pour cela. Donc, en fin de coup, il ouvre à 600 sur un pot de 1500 et quelques, et même là, je ne peux pas payer son ouverture, car je ne vois vraiment pas comment je peux remporter le coup. Donc je jette mes cartes en lui disant qu'il m'a battu. Il me répond que j'ai essayé de le bluffer, ce qui est évidemment faux. Il n'a pas compris comment j'ai pu passer avec la paire max kicker max. C'est un bon joueur, mais la façon dont j'ai joué le coup fait qu'il n'a pas pu deviner mes cartes. J'ai gagné énormément de coups en jouant de cette manière et il le sait. C'est le type de joueur que j'ai en face de moi qui explique que j'ai agi de cette manière-là contre lui. Than to lose it like this with no chance. So I fold and I show them the ace queen. Marcel Lusque a eu deux décisions cruciales à prendre dans ce coup. D'abord à la turn, car il a préféré suivre la relance de Templeman. On note qu'à la turn, Templeman commence par checker, Lusque ouvre, puis Templeman relance. Il a ainsi recours à une tactique typique du nom de check and raise que nous aurons l'occasion d'étudier plusieurs fois dans les masterclass. Nous l'avons d'ailleurs déjà vu dans la masterclass numéro 5 avec Fougan. L'autre moment critique a été à la river, car l'attaque de front de Templeman est impayable, comme l'a très bien expliqué Marcel précédemment. Lusque se sent vraiment battu avec ses deux dames, donc le mieux qu'il ait à faire, c'est une retraite stratégique, un évitement du combat final pour épargner les forces qui lui restent. Eh bien, lui en prend, car si vous revenez en arrière dans ce coup et si vous cliquez sur les cartes de Templeman, vous vous apercevez qu'il possède 9-7 de carreau, autrement dit la quinte au flop. Marcel, si tu avais été à la place de Paul Templeman, est-ce que tu aurais joué ce coup de la même manière que lui à la river ? J'aurais certainement préféré ouvrir all-in parce que ça m'aurait donné une chance de faire croire à mon adversaire que j'étais en train de voler le coup. Il pouvait très bien avoir essayé de me bluffer à la turn en me relançant, donc ça aurait été cohérent. Dès l'instant qu'il a ouvert à la turn, il voulait que je paye, il ne voulait pas que je jette mes cartes. Quelque part, je l'ai lu sur son visage. Je craignais davantage la petite ouverture que la grosse ouverture. La grosse ouverture pouvait signifier qu'il avait une grosse main, mais il pouvait aussi bluffer, et j'avais une chance de m'en sortir si je payais. Mais la petite ouverture me disait à coup sûr qu'il avait le jeu max. Marcel, la clé de ce coup n'est-elle pas la lecture que tu avais sur cet adversaire particulier ? Oh oui, cela vous aide forcément de mieux connaître votre adversaire, quelle que soit la partie de poker où vous vous trouvez. Si vous essayez de cerner votre adversaire dès le départ, c'est comme un match de boxe. Vous pouvez entrer dans le jeu adverse, car n'oublions pas qu'il a deux cartes lui aussi, et qu'il va jouer différemment de vous-même. Bien, merci mille fois Marcel d'avoir accepté de commenter ton propre coup pour les abonnés des Hold'em Masterclass. Je conclurai en disant que vous vivrez toujours en tournoi des moments où vous aurez une bonne main, comme c'est le cas ici, et où pourtant vous devrez vous estimer battu. Dans ces moments-là, la seule solution qui convient est de jeter vos cartes. Si vous ne le faites pas, si vous vous entêtez à rester dans des coups incertains, vous serez certes moins facile à bluffer, mais à chaque fois que votre adversaire aura un gros jeu,
il vous piégera sans difficulté et vous barrera la route vers la table finale en vous éliminant du tournoi.